Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité, le mardi dernier, Kinshasa se réveillait les pieds dans l'eau. On a compté plus d'une centaine de morts. On en parlera dans cette émission, mais c'est une émission qui sera essentiellement également consacrée à l'adresse du président de la République devant les deux chambres réunies en congrès. C'était le samedi 10 décembre dernier. Le Félix Tshisekedi a assuré, a affirmé que le pays se porte de mieux en mieux. En tout cas, l'économie du pays se portait de mieux en mieux. Alors, est-ce que le pays va si mieux que ça, mieux qu'il y a 2 ans, mieux qu'il y a 10 ans? On parlera du processus électoral parce que le président de la République a affirmé que l'année 2023 sera une année essentiellement électorale. On terminera ou on abordera bien évidemment les questions sécuritaires sur fond de l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Cette émission est tournée dans un regroupement, dans le QG d'un regroupement politique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de ce regroupement politique qui n'est autre que Constant Mutamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, le regroupement politique en question, c'est DIPRO, Dynamique Progressiste Révolutionnaire. Vous définissez comme étant une partie de l'opposition républicaine. C'est quoi une opposition républicaine? Vous savez, d'abord je vous remercie pour votre présence en ces lieux. Un lieu aussi stratégique, ce quartier général où se peaufinent toutes les stratégies politiques, toutes les stratégies électorales concernant l'avenir politique de notre groupe. Nous sommes une opposition politique parce que nous ne participons pas à la gouvernance politique actuelle. Et donc au regard de la loi portant statut de l'opposition, nous pouvons nous considérer à juste titre comme tel. Nous sommes une opposition républicaine par ailleurs parce que nous considérons que l'opposition, ça ne veut pas dire insulte. L'opposition politique, ça ne veut pas dire s'opposer à tout. Nous nous inscrivons dans une perspective constructive, dans une perspective ou une approche de participation de manière inactive à l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens, à la défense de notre patrie. À la défense de votre parti, mais d'aucuns veulent savoir, c'est quoi la différence entre votre opposition républicaine et l'opposition républicaine de Ensemble pour la République, par exemple, parce que se définissent également comme telle. Ben, je ne sais pas de quoi vous parlez. Parce qu'Ensemble est une opposition républicaine, mais qui soutient les actions du pouvoir, qui dénonce également. Je ne sais pas. Quand il faut dénoncer, donc il n'y a pas de différence, on peut être dans l'opposition républicaine, ne pas participer au pouvoir, et être dans l'opposition républicaine et participer dans la gestion du pouvoir. Je crois que l'on ne peut pas débattre des évidences, parce que les évidences ont pour vocation de mettre des hommes et des femmes d'accord sur les réalités des faits et des choses. La loi portant statut de l'opposition définit ce qu'il faille entendre par opposant. Je vous le rappelle. Rappelez à nos téléspectateurs aussi. Il s'agit d'un groupe ou d'un acteur qui ne participe pas à la gouvernance politique. Et pour votre gouvernement, dans nos rangs, nous n'avons aucun membre du gouvernement. Dans nos rangs, nous n'avons aucun bourgmestre, nous n'avons aucun maire, nous n'avons aucun gouverneur, nous n'avons aucun administrateur de territoire, nous n'avons aucun chef d'entreprise publique. Et donc, nous remplissons bel et bien les conditions d'appartenir à la famille politique qu'on appelle opposition. Maintenant, quelle est la nature de notre opposition? Est-ce une opposition radicale? Nous disons non. Nous sommes une opposition constructive qui centre ses actions sur les valeurs républicaines. Seule la République compte pour nous. Ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des personnalités, ce ne sont pas des sujets. Nous discutons des projets, nous discutons des objets. C'est pourquoi vous allez le remarquer que nous nous sommes appropriés, je l'anticipe, subrepticement, parce que nous allons l'aborder au cours de cette émission, nous avons, nous,
fait de l'agression rwandaise notre cheval de bataille. Nous avons été le premier, les précurseurs de la lutte nationaliste contre l'agression barbare de la République du Rwanda. On va parler de ça parce qu'à un certain moment, il y a eu cette polémique autour de Constant Mutamba qu'on a vu avec l'ancien ambassadeur de Rwanda ici, qui vous demandait à ce qu'il soit soutenu, appuyé, coaché, diront certains par cet ambassadeur du Rwanda. On en parlera parce que ça fait beaucoup parler de lui, c'est cette façon de voir. Mais on continue au DIPRO, avant c'était FCC, Révolution FCC, ça y est, c'est fini. La page FCC pour Constant Mutamba est définitivement tournée. Vous savez que nous avons créé à l'époque le FCC avec une vision, avec une perspective. D'abord, c'était électoraliste en 2018. Et après, nous l'avons transformé en plateforme politique, de gouvernance politique. Nous avons participé en tant que groupe à la gestion du pays à l'époque, à la période de FCC Cash. Après la rupture, il y a eu des dissensions sérieuses, il y a eu des malentendus criants sur des questions essentielles qui touchaient à l'avenir du groupe, mais aussi à l'avenir du pays. Entre autres, des discordes. C'est la problématique de la CENI. Nous avions, nous, estimé, en tant que républicains, qu'il fallait débloquer le processus électoral parce que l'Union sacrée s'arc-boutait sur sa position, de ne pas réchigner, de ne pas replier sur notre requête qui était légitime concernant le consensus autour de la problématique des réformes en général. Le pays devrait-il se bloquer à cause de nos considérations individuelles, de nos ambitions personnelles? Nous avons estimé, et cela en le faisant prévaloir en interne, que nous devrions avancer. Vous n'avez pas été entendu. Il fallait donc dépêcher au mieux les meilleurs d'entre nous, les radicaux, les intègres d'entre nous, à la CENI pour représenter l'opposition politique. Mais vous, en tant que qui, on ne le dira jamais assez, vous n'étiez pas celui qui était habilité, ni vous, ni âgé, ni quelqu'un d'autre n'était mieux habilité que Chibanda, par exemple, pour envoyer la liste. Et c'est ça, vous avez roulé, vous avez un peu triché. Je vous disais, madame, que nous avons commencé par proposer cette démarche en interne. Jusque-là, le débat se situait au niveau interne, se menait en interne. Malheureusement, nous n'avons pas été compris et nous avions encore précisé que si nous ne dépêchons pas au plus vite nos représentants, nos délégués à la CENI, il y aura émergence des candidatures individuelles, ce qui va davantage diviser et fragiliser le groupe. Nous n'avions pas eu tort. Parce que lorsque nous décidâmes, alors à l'époque, d'envoyer nos délégués à la CENI, combien n'ont pas été ceux qui s'étaient présentés comme candidats indépendants? Combien? Que je ne voudrais pas malheureusement citer ici. En catimini. Okay. La plupart de ceux qui se disent radicaux aujourd'hui, nous les avons croisés dans le couloir de l'Assemblée nationale lors de l'examen des dossiers physiques des candidats. Et donc, c'est cette hypocrisie que nous avions combattue. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits que ceux qui s'opposaient à notre idée, qui était une idée noble, celle de débloquer le processus électoral et permettre ainsi à la CENI de nous organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et nous sommes ravis que tous, aujourd'hui, parlent élection 2023. Tous se disent candidat président de la République en 2023, mais c'est parce que il y a eu un groupe de compatriotes qui ont pris leur courage à bras-le-corps, leur bravoure en main pour déléguer les représentants de la CENI afin de compléter cette centrale électorale. En tout cas, les revendications... Et donc, depuis lors, j'allais dire, depuis lors, nous étions au départ un courant politique. Ouais. Parce que vous avez posé la question sur le rôle que nous jouions. Je ne voudrais pas vous rappeler que nous étions membres du bureau politique du FCC. Et nous avons assumé au sein de ce bureau politique les fonctions de rapporteur. Et donc,
Lorsque nous avons créé notre courant politique, au départ un courant philosophique, un courant d'idées, parce que les approches... Pour consacrer votre démarche afin d'avoir des délégués à la CENI, ça n'avait rien de philosophique. Non, ce n'était pas pour avoir nos délégués, mais c'était pour débloquer le processus électoral. C'est pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions parler élection en 2023. C'est pour que ceux qui se disent radicaux aujourd'hui puissent avoir la perspective de s'aligner candidat président de la République en 2023. Et à partir du moment où cette guerre d'idées, ces divisions étaient devenues profondes, nous nous étions sentis dans l'obligation de muter le courant politique en regroupement politique, en plateforme électorale. Non, mais vous êtes rendu compte d'une évidence qu'il ne fallait pas continuer à utiliser ou d'utiliser le FCC. C'est juste ça, et que vous n'aviez plus votre place et que vous n'aviez aucune légitimité, aucune légalité pour parler au nom de... Où se trouve le FCC aujourd'hui? C'est à vous de nous dire, vous avez été rapporteur. Non, mais il a bien existé. Non, moi je mais il a bien existé puisque vous en étiez. Je vous parle de DIPRO. Non, je dis pour l'instant, ça a bien existé. Mais ça se trouve ça a bien existé quand même, le FCC aujourd'hui. Évidemment, j'ai dit que c'est un grand groupe. C'est un grand groupe auquel nous faisions partie. Mais nous avons décidé de nous autonomiser, quoi de plus normal. Parce qu'il y avait divergence criante de vues sur certaines questions qui touchaient non seulement à l'avenir du groupe, mais aussi à l'avenir du pays. Vous êtes juste servi du nom FCC pour envoyer vos délégués à la CENI et ensuite vous débarrasser de ça. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Mais c'est ce que beaucoup pensent quand même. Vous êtes servi de ce nom. C'est pas moi, c'est ce que pensent beaucoup. Vous êtes servi de ce nom, vous avez envoyé des délégués à la CENI et du coup on dit non mais tiens on devient DIPRO. Alors ils auraient dû se servir du même nom, parce qu'ils étaient nombreux qui avaient présenté leur candidature. Il faut être modeste dans la politique. Je crois que tous, et même vous-même, vous connaissez mieux notre modeste FCC. Et avec beaucoup de modestie, notre retrait de cette machine politique, vous en avez les conséquences aujourd'hui. Je vous ai posé la question, où sont tous ceux qui étaient financés comme jeunes hier? Par où sont-ils passés? Soit pour Association Kabiliste, au JKK, au ceci, aux Génération Kabila. Vous les voyez encore? Où sont-ils? Nous étions vilipendés matin, midi, soir. Nous étions marginalisés. Nous étions victimes de tous les coups et maux au sein de la famille politique. Maintenant que nous nous sommes retirés, que l'on veuille nous dire que nous nous sommes servis d'un label, est-ce que c'est les labels en soi qui créent le leadership? Maintenant nous avons DIPRO. Est-ce que DIPRO ne fait pas parler d'elle? Avant DIPRO, concernant notre parcours, notre modeste parcours. NOGEC, ça n'existe plus. Ça n'existait pas avant? C'est maintenant intégré dans... Est-ce que NOGEC n'a pas existé avant? On parle. Est-ce que ANADEC n'a pas existé avant? DIPRO. Est-ce que autant de partis politiques qui forment et constituent ce qu'aujourd'hui, cette grande plateforme politique qui donne de la possibilité à la jeunesse d'émerger et de faire prévaloir ses talents politiques, mais ces groupes continuent de faire parler de lui. Sachez que moi, j'ai toujours joué pour le groupe et non pour mes ambitions personnelles. Là, entre parenthèses, rapidement, certains sont en train de demander le retour de Joseph Kabila comme candidat déjà et puis à la tête du pays. Vous pensez que vous, en tant que juriste, déjà en tant que quelqu'un qui a évolué ensuite au FCC, ce retour est possible, probable? Ben, vous savez, je suis mal à l'aise de parler individu. Je vous ai déjà dit ça. Oui, je sais. Donc je voudrais autant que possible. On va limiter, mais c'est juste, on va avoir l'avis d'un expert quand même. Il a déjà eu à faire 2 mandats. Vous pensez que c'est envisageable quand même? Je ne pense pas que notre peuple veuille entendre de moi de débats autour des hommes. Parce que les hommes passent, seule la République va demeurer. Je reformule ma question. Est-ce qu'il est permis à un ancien président qui a déjà consommé 2 mandats de revenir au pouvoir? Lisez la Constitution, elle est à la portée de tous. Expliquez-nous, je suis en face d'un juriste, dites-nous votre perception. Est-ce que c'est possible pour un candidat qui a fait 2 mandats
et qui est passé, de revenir. Il ne revient pas. En tout cas, de recevoir. Il ne revient pas. On vous connaît beaucoup plus courageux que ça. Bah alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous manque? Donnez-nous juste votre analyse sur ça. Je ne voudrais pas verser dans des polémiques inutiles. On est dans un domaine purement intellectuel. Okay. Cette question-là, c'est juste un avis. Qui est habilité à interpréter les dispositions de la Constitution? Est-ce Constant Moutamba? Est-ce que vous ne pouvez pas donner votre avis sur ce sujet? Est-ce que cet avis vaudra plus que celui de la Cour constitutionnelle? On sait que ça vaudra, mais est-ce que ça vous interdit de donner un avis sur ça? Vous êtes mal à l'aise pour parler de ça? Ça m'étonne. Comment ça, mal à l'aise? Oui, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais parce que est-ce qu'en candidat, sentez-vous à l'aise? On ne va pas vous agresser. Parce que j'estime tout simplement que c'est une question qui est réglée par la Constitution. Rappelez-nous, on vous connaît beaucoup plus intelligent. Rappelez-nous, qu'est-ce que la Constitution dit par rapport à cette question? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais ça m'étonne quand même. On sent que vous êtes quand même à l'aise de dire des choses sur un ex-patron, un ex-boss. J'ai toujours de l'estime pour les personnalités et je ne voudrais pas me livrer à ce type de jeu. Nous avons pris l'engagement de mener notre lutte en toute indépendance et à servir la République. Et je crois que c'est le plus important. Vous avez également pris une certaine maturité, peut-être compte tenu de ce qui vous est arrivé auparavant, la problématique avec peut-être l'actuel, certains propos que vous avez eu à dire, vous dites non, je ne veux plus refaire les mêmes erreurs. Ben, vous savez, l'erreur est humaine. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Nous tous, nous commettons des erreurs. Fort de cette expérience, le plus important dans la vie, c'est de s'évaluer à chaque fois et corriger ce qui n'a pas été bien et poursuivre le chemin. Le chemin du destin n'est jamais en réalité rectiligne. Chacun emprunte son chemin. Le plus important, c'est la destination. Le plus important, c'est la destination et c'est que je dis, fort de cette expérience, vous dites qu'il y a certaines choses que vous ne direz plus, des analyses que vous ne ferez plus, au risque de vous préjudicier. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce qu'on peut sous-entendre en tout cas. En tout cas, les sous-entendus ne concernent que vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et peut-être même nos téléspectateurs. Bon, chacun se fera son idée. Mais passer sur ce prestigieux plateau pour commencer à ergoter autour de personnes me met mal à l'aise. Me met mal à l'aise. Bien au contraire, si vous me parlez, vous me posez des questions qui intéressent notre peuple. Mais ça intéresse quand même le fait de dire que est-ce qu'un deuxième président... Notamment, pourquoi est-ce qu'il y a des inondations à Kinshasa? On en parlera, oui, mais n'empêche que le peuple n'arrive pas encore à nouer comme il se doit les deux bouts du mois. Je crois que c'est des questions essentielles qui intéressent le peuple. Mais est-ce que ce sera possible d'organiser ces élections dans le délai constitutionnel? On va en parler, sinon vous pouvez vous poser ces questions et y répondre. Hein? Non, mais c'est pour dire que je crois que c'est des questions auxquelles le peuple s'attend. Mais on pose également... Constant à porter, à manger quoi hier. Il y a tellement, c'est passé qu'on pose. Non, mais on n'arrivera pas. Vous connaissez quand même, on essaye de mettre la qualité quand on essaye de poser des questions. Mais c'est également les différentes questions que le peuple se pose. Si vous êtes mal à l'aise. Ne pas répondre à une question, c'est aussi y répondre. Voilà pourquoi je dis que ceux qui nous suivent ont déjà leur idée sur ce que vous pensez, sur la question qui vous venait d'être posée. On continue quand même sur le processus électoral. Dans quelques jours, c'est le démarrage de l'opération d'enrôlement. 1 mois par ère. 3 mois pour faire toute l'étendue du pays, là où les précédents présidents de la CENI ont fait 15 mois, 13 mois, 18 mois, diront certains. Est-ce le calendrier électoral est réaliste? Ben vous savez, nous, Dynamique progressiste révolutionnaire, nous sommes satisfaits. Satisfaits du fait que déjà le calendrier tienne compte du respect du délai constitutionnel. Tel avait été notre vœu lorsque nous prîmes alors le courage de dépêcher les nôtres, compléter la centrale électorale. Et donc c'est un satisfait pour nous. Concernant le réalisme,
de ce calendrier électoral, je pense que les époques sont différentes. Oh Temporé, oh Morès, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est pas non plus Jean-Marc Kaboun. Et donc, aujourd'hui, contrairement à hier, la technologie a beaucoup évolué. Donc, vous n'allez pas me dire que le Samsung que nous utilisons aujourd'hui est celui que nous avons utilisé en 2010. C'est la même technologie. Vous verrez que chaque année, il y a une telle évolution fulgurante, vertigineuse de la technologie qui nécessite impérativement également une adaptation de notre système et mécanique d'organisation des élections. Donc vous êtes confiant. Quoi des plus normales, qui est cette évolution positive du point de vue technologique de la part de la centrale électorale. Il faut lui donner la chance. En tout cas, je ne pense pas que ces grands experts, les Kadima, vous avez les AG Matembo, vous avez les Manara, les Paul Moindo, les Nsea et autres, se soient amusés, hasardés à jouer aux loteries. Je ne pense pas. Ils ont sûrement appuyé des bases techniques et technologiques fiables. Ils ont produit un calendrier électoral réaliste. Donc les autres et surtout aussi... que cette fois-ci, au vu des explications qu'ils nous ont fournies, l'électeur n'a pas, ou l'enrôlé, les citoyens, n'a pas forcément besoin d'aller s'identifier sur place. Ils vont nous distribuer des fiches. Chacun des citoyens aura la latitude de la remplir à partir de sa maison et puis aller tout simplement déposer. Et ceux qui se sont déjà fait enrôler, ceux qui détiennent déjà des cartes, n'auront plus besoin de décliner toute leur identité. Comment expliquez-vous? Parce que ces identités sont déjà logées dans un logiciel. D'accord, on est sûr, vous êtes conquis carrément, et puis il ne faut pas qu'on se leurre, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de votre part. Vous avez un délégué dans cette CENI, donc vous ne pouviez que soutenir ce que fait cette CENI, diront certains. Ça, c'est une conclusion hâtive et simpliste. Non, mais risque de dire certains. Parce que, non, c'est très simpliste comme raisonnement. Je ne voudrais pas le considérer comme du sophisme. Je ne voudrais pas y arriver, ou en arriver là. Par contre, je pense qu'au vu des éléments objectifs que j'ai présentés, si vous avez des éléments contraires, présentez-les-moi. C'est ça que je suis en train de dire. Certains ont des éléments contraires, voilà pourquoi je dis. Certains risquent de dire... Quels sont ces éléments? Ces éléments, brandissez-les. Je dis 15 mois, vous avez parlé de l'évolution technologique. 15 mois sur quelle base? Certains sur base de la cartographie, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas sur quelle base? Ils ont le droit. Vous savez, non, vous savez le mal de nous Congolais. C'est que nous connaissons tout, nous sommes des experts en tout. Experts en droit constitutionnel, experts en journalisme, experts en droit électoral, experts en ceci, experts en cela. Quand vous dites ça ne rassure pas, ça ne rassure pas, mais sur quelle base? Les autres vous disent voilà les procédés, les modalités pour pouvoir enrôler. C'est totalement différent des anciennes modalités. Mais alors cette réticence, c'est la mauvaise foi des autres? Non, les acteurs politiques veulent du dialogue, vous le savez. C'est un secret des polichinelles pour quiconque aujourd'hui. Les gens ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils étaient convaincus, même lorsque nous avons complété la CENI, que c'était... on nous avait même traité des plaisantins, par certains, convaincus que le président de la République actuelle convoquerait des assises politiques qui devaient déboucher sur le partage de poids des responsabilités. Tout le monde s'attend à ça. Et pris des coups par le professionnalisme de l'actuelle équipe dirigeante de la CENI qui a publié le calendrier électoral qui était pourtant tant réclamé par les mêmes acteurs. Je crois que c'est là le problème. Le problème ne se situe pas ailleurs. Le problème également de ces gens, c'est avoir non seulement des élections dans le délai, mais avoir des bonnes élections. Des élections qui ne donneront pas lieu à des revendications, genre vérité des urnes et consorts. C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'entendre ces personnes-là? Ils entendent beaucoup. Il y a un cadre pour ça qu'ils aillent à la CENI, présenter leur
leurs revendications ou leurs propositions qui peuvent faire en sorte que les élections soient transparentes. Où est le problème? Ceux qui continuent de revendiquer le consensus sont tout à fait tard. Mais écoutez, vous réclamez les consensus aujourd'hui, mais en même temps, vous dites que vous serez candidat président de la République en 2023. C'est irréaliste, c'est illogique. Soyons constants dans notre raisonnement. Il ne faut pas faire du sophisme, ok? Un mode, des raisonnements et une pratique qui puisse guider les actions politiques d'un acteur politique. C'est pas normal et c'est pas bon. Et donc, il faut être cohérent et conséquent. J'ai toujours parlé de la politique, de la logique de la conséquence. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion l'est automatiquement. Vous ne pouvez pas exiger le consensus autour de quoi? Des membres de la CENI, disent-ils. Des membres de la CENI. Les délégués au niveau de la CENI. Les délégués de la CENI. Vous pensez que ce soit le moment? Aujourd'hui, s'il faut amorcer le débat pour reparler de cette problématique, combien de temps nous faudra-t-il? Si, pour mettre en place ce membre de la CENI, cela nous a pris 2 ans. C'est des gens qui veulent du glissement. Si on y met un peu, si chacun y met du tien, en une journée, on peut arriver à décanter la situation et rassurer tout le monde. Rassurer qui? Tout le monde, tous ceux qui se disent qui? Pas être rassurés par la transparence. Rassurer qui? Ceux qui se disent ne pas être rassurés par la transparence. Est-ce qu'on avait interdit aux opposants de présenter leur candidature? Est-ce qu'on nous avait interdit? Le bureau de l'Assemblée nationale avait lancé l'appel à candidature à l'opposition politique. Ceux qui étaient aptes ont délégué leurs représentants, dont nous. Et aujourd'hui, revenir sur un débat révolu. Je pense que le train est en marche. Allons aux élections. Allons aux élections avec un pays occupé. C'est ça aussi l'autre argument. Comment enrôler nos frères qui sont à Bunagana dans le Nord Kivu, alors que c'est sous occupation de M23, c'est l'autre problématique, d'où le caractère irréaliste ou irréalisable de ce calendrier électoral. En 2018, y avait-il élection sur l'ensemble du pays? Donc c'est un faux débat. C'était une partie bénie. Là, on est juste c'est une grande partie de Nord Kivu. Ce n'était pas que béni, madame. Rappelez-vous, il y avait 3-4 territoires qui n'étaient pas concernés. Donc ça ne vous gêne pas qu'on continue des élections comme ça avec des pans entiers quand même de notre pays occupés, sous occupation, donc on peut organiser les élections. Quelle est l'alternative? Aller aux élections en 2030, madame? Parce que vous pensez que le pays ne va être recouvrir son intégralité qu'en 2030? Vous pensez? Mais c'est ma question, c'est vous qui suggérez. Vous pensez qu'il faut aller aux élections en 2027? En 2024? Non. Je pense que la question des délais sur les cycles électoraux sont indiscutables. Ou ces questions sont indiscutables aujourd'hui. C'est des questions qui ont été résolues et réglées par la Constitution. Il n'y a pas de débat. Allons aux élections. Allons aux élections. Même si tout le Nord Kivu est occupé, le Sud Kivu, l'Ituri est en guerre, allons aux élections. Mais qu'est-ce que vous voulez à la place? Je pose à l'homme politique la question que vous êtes. Non, moi, je serai ni candidat à la présidentielle, ni candidat. Ouais. Les partis qui seront difficilement accessibles pour les déploiements des kits électoraux, la CENI est habilitée à postposer les élections pour une autre date. Ça peut être une solution, c'est long. C'est simple. Et encore que, qui ne vous dit pas que nous allons régler cette question du Rwanda là dans les mois qui viennent ou les jours qui viennent? Il y a la question du Rwanda qu'on va aborder tout à l'heure, mais dans notre temps, on est sous état de siège. On pensait que, en tout cas, l'état de siège allait résoudre beaucoup, surtout s'agissant de la situation sécuritaire. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop espéré à cet état de siège qui, aujourd'hui, ça montre un peu ses limites? Oui, écoutez, ça a été une des solutions. Ça n'était pas une panacée. Et lors de son adresse, le chef de l'État a clairement dit qu'il convoquerait une table ronde à propos pour évaluer froidement cette problématique de l'état des sièges afin d'envisager une alternative. Je crois que c'est le plus important.
Comment sortir de cet état de siège qui a montré ses limites? Attendons la réévaluation froide pour pouvoir y proposer des solutions. Évidemment, si l'opposition républicaine y sera conviée, elle apportera sa pierre à l'édifice. Le plus important, c'est la République. Le plus important, c'est la République menacée par cette agression avérée. Injuste. Avérée du Rwanda. On vous voit en première ligne de cette agression. En fait, contre cette agression, pas en première ligne de cette agression, pour dénoncer cette agression rwandaise, mais également le rôle quand même de la communauté internationale qui pour vous jouera un double jeu. Mais en effet, nous l'avons manifesté plus d'une fois, aussi bien au travers des mobilisations de nos militants, de la population, qu'au travers des mémos, des correspondances adressées à la communauté internationale, selon le cas. Nous avons commencé par exiger l'expulsion de l'ambassadeur rwandais ici, à l'époque Vincent Karega. Personne ne nous avait cru. Mais c'était votre ami Constant Mutamba, vous avez dîné avec lui, vous avez demandé à ce qu'il vous... C'est ça là où on dit, là, vous appelez peut-être Constant, mais vous manquez de constance quand même. C'est extrêmement grave. Vous manquez de constance, il faut assumer les amis, il faut les assumer. Il était votre ami quand même. Vos propos... Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que non, il faisait le jeu du Rwanda en RDC? Vos propos sont d'une extrême gravité. Malheureusement, vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes dans le fait? Je suis dans les faits. Et si je vous demandais de me prouver un seul instant là où j'ai dîné avec cet ambassadeur? En tout cas, vous avez été reçu, c'est une manière de parler. On sait comment vous n'avez pas changé, mais non, ça, vous avez été reçu. Vous dites que vous avez été reçu, mais avant, vous avez commencé par dire vous avez dîné. Et donc, pour vous, c'est les mêmes mots, quoi. Dîner, reçu. C'est les mêmes mots. Vous étiez en tout cas proche. C'est les mêmes mots. Vous étiez proche de Vincent. Vous ajoutez un autre mot. Vous dites sinon, vous étiez proche. On peut continuer à faire ce petit jeu-là, les gens ne comprendront pas pourquoi vous étiez proche de Vincent Karega. Non, je pense, je vous rappelle encore l'obligation pour nous Congolais d'être sérieux. Madame, on ne blague pas avec les mots. Est-ce que vous savez qu'en philosophie, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses? C'est pas moi qui le dis, c'est Platon. Savez-vous? Et donc, lorsque vous employez un mot, il faut pouvoir en cerner le contour. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire tout ce cours-là, ça ne répond pas à la question de savoir. Vous avez navigué autour des concepts. En tout cas, les gens veulent savoir comment aujourd'hui vous dénoncez, vous décriez Vincent Karega avec qui vous étiez plutôt proche. Ah, ok. Vous dites que nous étions plutôt proches. Bah oui. Qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez le prouver. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez été reçu. C'est quoi être proche? Oui ou non, vous aviez eu échangé avec Karega? Ah, échanger, c'est être proche. Moi, je peux continuer à faire. Bah ouais, mais en tout cas, moi, je peux continuer ce petit jeu-là. Dans le dictionnaire, moi, je peux continuer. En tout cas, c'est pas moi qu'on a vu avec la personne que vous dénoncez aujourd'hui. Non, madame. Donc, on peut continuer. Soit vous répondez à la question, soit vous continuez à ce petit jeu-là et on continue. Il y a un problème. Non, mais expliquez-nous. Vous savez, c'est quoi le problème? Je viens de vous le dire. Il faut toujours employer les mots à leur place. Employez ces mots-là à ma place et répondez à ma question. Et donc je voudrais que vous réformuliez non, votre on ne peut pas, sinon on passe à une autre question. Si vous estimez que vous n'étiez pas proche, dites en répondant, je ne veux pas vous faire une leçon, je sais que vous savez comment répondre aux questions, donc répondez à la question. Monsieur Vincent Karega, je l'ai vu une seule fois de ma vie. C'était à l'occasion du ballet diplomatique que le groupe politique que je représente avait initié à l'époque, notamment sur cette question de la guerre à l'est du pays, de l'insécurité à l'est du pays. Je crois que c'était à l'aube du lancement de cet état de siège. Et c'est la seule fois où, après avoir rencontré tous les diplomates, je l'ai aussi rencontré lui. Et la photo que vous voyez, c'est moi qui l'ai postée à l'occasion justement de ce ballet, tout comme autant d'autres photos avec des diplomates que j'avais postées. Déduire cela par être proche, c'est simpliste.
Vous attendiez quoi de Karega en allant chez lui? Non, mais un acteur politique sérieux se doit d'entretenir parfois des échanges avec des diplomates. Parce que des diplomates sont à la fois des espions de leur pays. Il faut les écouter pour vous permettre d'ajuster vos stratégies internes. Et c'est juste après que vous avez compris qu'il fallait Après échange avec Vincent Karega, c'était la seule fois. C'est jamais appelé, jamais écrit. Nous avons réalisé que son pays était derrière cette agression barbare du M23. En tant que patriote, quelle attitude adopter? Puisque je vous ai vu une seule fois, on a échangé sur la question de l'insécurité de mon pays, n'ai-je pas le droit d'exiger ton départ de mon pays? Surtout que vous aviez décelé à travers ces mots, pour vous qui aimez les mots, qu'il était certainement, selon vous, derrière. Mais naturellement. Naturellement. Puisque quand il voit circuler la lettre d'information adressée au gouverneur, pour la première fois, M. Karega m'enverra un message d'étonnement, à travers lequel, et c'est là que j'ai découvert qu'il voulait que je sois, qu'il soit mon mentor. Je ne sais pas dans quel monde. Écoutez, à un diplomate, on ne répond pas directement à un jeu. Je me suis tu et j'ai maintenu mon activité en lui disant clairement que nous serons devant votre ambassade pour exiger votre départ de notre sol. Chose due, chose faite. C'est ce que nous avons fait et nous avons obtenu son départ. Il a financé des amis ici et là, il a financé quelques jeunes pour torpiller mon image. En donnant l'impression que vous pesez vraiment aussi, on vous demande de prouver. On va recommencer avec ce débat. Madame, on va recommencer avec ce débat. Il a financé qui? Madame Odia, s'il y a quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, ce sont les mots. Justement. Je ne blague pas avec les mots. Parce que j'en sais la teneur. Il a financé quelques amis, des jeunes. J'en sais les conséquences, aussi bien sur le plan politique, pour en avoir été victime par le passé, aussi bien sur le plan de droit, pour avoir fait le droit. Donc, je ne peux pas vous dire des choses dont je ne maîtrise le contour. Je dis, M. Vincent avait fait une campagne de sape lorsqu'il a compris alors que je n'étais pas si jeune qu'il croyait, qu'il pouvait aller faire de courbettes pour obtenir 2 000, 3 000 $, 4 000 $ ou aller à Kigali. Je n'ai jamais été à Kigali depuis ma naissance. Je ne suis pas là pour parler des autres. Vous m'avez invité en tant que leader de l'opposition républicaine et c'est à ce titre que je vous réponds. Après cet état des choses, nous avons manifesté également devant l'ambassade des États-Unis, devant la MONUSCO, parce que nous nous étions rendus compte que les États-Unis, le gouvernement américain, soutenaient les régimes génocidaires du Rwanda. Le message est parvenu au président Biden et les conséquences sont là. Le gouvernement américain a dû demander au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23 à cause d'un travail patriotique fait. Et tout récemment, vous l'avez encore vu, nous avons été devant l'ambassade de France où nous avons été sans réchigner. Nous avons adressé notre mémo de manière claire en indexant le gouvernement français sur son soutien apporté à un régime génocidaire qui a eu pendant près de 2-3 décennies à tuer les Congolais. Nous l'avons fait savoir. Nous avons dénoncé la reconduction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Vous savez que le Rwanda n'est que francophone accidentellement. Aujourd'hui, le Rwanda a basculé vers Commonwealth. C'est un État minuscule, le Rwanda, qui ne parle même pas français. Mais quelle ambivalence, mais quelle contradiction que de laisser le gigantesque pays, le plus grand pays francophone du monde, et de privilégier le Rwanda en lui donnant, en lui confiant 2 fois
la mandature du secrétariat général de l'OIF. En tout cas, notre gouvernement n'a pas fait objection par rapport à ça. Nous avons dénoncé de la plus forte manière. Est-ce qu'on doit quitter la francophonie? Mais ça a été ça notre revendication. Donc quittons la francophonie. C'est une organisation qui ne nous aime pas, qui ne nous permet pas de nous épanouir. Nous devrions quitter la francophonie, et telle a été notre exigence dans notre mémorandum, adressé au gouvernement de la République. Nous devrions abandonner purement et simplement le français comme langue officielle et basculer vers d'autres langues internationales. Donc créer une autre dépendance. En l'occurrence, pas dépendance. Je ne parle pas de dépendance, je parle de l'ouverture linguistique. C'est différent. Je parle du jeu de mots. Encore le mot. Parce qu'on dit ouverture vers l'anglais, l'espagnol. Nous avons formulé ce vœu et nous entendons que le gouvernement puisse en prendre acte. On va vraiment terminer cette émission, mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir, vous avez manifesté, vous avez dénoncé, vous avez décrié le comportement, mais sur le terrain, rien n'échange. Récemment, c'est Kichiché, où il y a eu plus de, en tout cas entre 100 et 250 morts. Les M23 restent sur place. On fait comment pour nous en sortir, pour mettre fin définitivement à ce cycle macabre dans la partie est du pays? Qu'est-ce qu'on fait? On continue de marcher, on continue d'aller devant les ambassades, ou on fait quoi? L'opposition républicaine, DIPRO, est en train en ce moment de planifier la convocation des assises patriotiques sur la stabilité, sur la paix durable à l'est du pays. Nous vous y convierons et vous serez au courant du cahier des charges qui sortira de ces grandes assises. Je crois qu'il y a des questions essentielles qu'il faudra que nous puissions nous poser et auxquelles il faudra apporter des réponses appropriées. Donc la question de l'Est aujourd'hui, c'est une question qui nécessite, au-delà des discours politiciens, une réflexion froide, sur les réponses qu'il faudra y apporter. Y apporter rapidement, on a suivi le président dans son adresse à la nation devant le deux chambres réunion congrès, parler de la bonne santé économique de la RDC, l'économie de mieux en mieux. Le pays va-t-il mieux qu'il y a 4 ans? Écoutez, nous sommes une opposition républicaine, nous considérons comme une alternative des gestions pour 2023. Donc attendez quand viendra le moment de campagne, quand nous présenterons notre discours de campagne, quand nous déclinerons notre projet de société, le jour où nous accéderons à la gouvernance politique, vous n'aurez plus d'inondations comme c'est le cas ici à Kinshasa et ailleurs. On parle de 100 morts quand même. Vous n'aurez plus ça. En tout cas, on attend voir et j'espère qu'il y aura des gens qui n'attendent pas. La DIPRO présente ses condoléances aux familles éprouvées et interpelle, une fois de plus, les gouvernants. Ouais, il faut interpeller. On a vu les images depuis mardi dernier, c'est atroce. Nous n'avons pas de milice, malheureusement. Nous sommes des républicains. Pourquoi vous parlez de milice? Non, mais parce que nous ne pouvons pas, nous substituer en gouvernant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est interpeller. Bah ouais, je cherche à comprendre le lien. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est interpeller, attendre le moment venu pour pouvoir présenter une autre alternative de gestion. Il appartiendra au peuple congolais souverain primaire de pouvoir le sanctionner. En tout cas, Alternative 2023, c'est ce qu'on peut lire derrière vous, ce backdrop, vous vous préparez. En conséquence, c'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Un mot de la fin et on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Mot de la fin ou de mot de clôture? Prenez ce que vous voulez, en tout cas par rapport à la fin de l'émission. Hein. Ah, fin de l'émission. Oui. Je vous remercie. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Cette émission, elle a déduit quand même à une grande dame qui nous a quittés. Moi, j'ai parlé de deux Élisabeth qui nous ont quittés cette année. Une était reine d'Angleterre
Une autre était, c'était la reine de Moutouachi. Jeu de mots, vous l'avez compris. Je tiens à rendre, c'est vrai, le moment devait être solennel, vous l'aurez dit, mais on est toujours dans ce jeu de mots. En tout cas, je tenais à dédier cette émission à la reine de Moutouachi, Tchalamwana, qui nous a quittés. Et une pensée pieuse à cet artiste qui a su, à sa façon, unifier le pays. Et c'est d'ailleurs avec une de ses chansons qui a traversé les tribus, qui traverse les tribus, les provinces du pays, qu'on va terminer cette émission. Je pense à la chanson Malou, dansée par toutes les tribus, toutes les ethnies du pays. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Bana bagashala batangulanta tatwangelele tatwanyi musumbi jabila tatwelele mutu yonso utinima mamwa kapwata tukutubenga mamwelele bana bagashala batangulanta mamwangelele mamwanyi munambi jachise mamwelele mutu yonso utinimane.